commencer par Marianne Lévy. Marianne, donc, consolidation industrielle ou bancaire, pour quel marché, partenariat, j'y vais, comment au niveau du Crédit Agricole, mais aussi, on en parlera tout à l'heure avec ta casquette CFONB, mais déjà, Crédit Agricole, comment vous répondez à cette problématique? Merci. Merci à tous. Merci d'être restés. On va essayer de faire direct et peut-être justement la première, la meilleure façon de le faire, c'est sur ces grands concepts finalement, consolidation, peut-être restreindre et bien regarder de quoi on parle. Donc on parle effectivement pas de, ici dans cet écosystème où on parle de paiement, on parle pas vraiment de consolidation bancaire parce que on n'a pas la prétention de considérer que la consolidation bancaire, son vecteur, où elle est tirée et drivée par les paiements. Par contre, au niveau des paiements, les sujets de consolidation sont plus des sujets industriels. Non, ça ne va pas. Non, tu passes pas. Prends l'autre. Non, mais oui, je vais changer. Donc, effectivement, des sujets d'industriels, puisque c'est des problématiques sur lesquelles on a besoin de consolider. Il faut le faire pour des bonnes raisons, et ça, j'y reviendrai. Et donc, il y a trois grandes façons, évidemment, il y en a d'autres, mais de consolider dans les paiements. D'abord, pas de la même façon. Là aussi, je vais restreindre un petit peu le champ. On parle des paiements, ça ne vaut pas pour tous les paiements. Il n'y a pas la même nécessité partout. On parle plus précisément de consolidation dans les usines monétiques souvent, et même pour être plus précis, sur les périmètres d'acceptation et d'acquisition monétique sur lesquels il y a des enjeux et des économies d'échelle. Donc les trois façons, très rapidement, c'est évidemment les acquisitions verticales, donc le M&A. Ensuite, il y a le sujet des partenariats, donc partenariat qui dit partenariat dit JV. Et puis, il y a tout ce qui est consolidation à travers des structures interbancaires. Alors, au titre du Crédit Agricole, vous l'aurez noté, on a effectivement expérimenté, ou on est en train d'expérimenter ces deux derniers items à travers un partenariat qui est pas particulièrement inédit, mais qui en tout cas montre bien la nature des enjeux, un partenariat entre un industriel des paiements et un banquier, donc sur les périmètres dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis on est également présent parce qu'on croit aussi à ce modèle de consolidation dans toutes les initiatives interbancaires, et il en a beaucoup été question déjà aujourd'hui, donc j'y reviens pas, mais Wero nous paraît être aussi un axe. Un petit mot juste de CAWL. Ouais. Alors, que vous dire sur Call que la presse n'est pas déjà exprimée, effectivement, c'est vous savez, le moteur de la consolidation, quand il se fait pour des bonnes raisons, c'est évidemment le moteur de ça et le rationnel, c'est du business, c'est de mettre en commun des moyens, les points forts des uns et des autres, de façon à essayer de croître dans un marché qui, vous le savez, est éminemment... C'est un partenariat sur la France pour le moment, strictement. C'est un partenariat sur le périmètre monétique, c'est un partenariat effectivement sur le marché français, et avec justement Call, qui est une structure qui sera française, hein, puisqu'on vise d'être régulé en France, en tout cas au niveau de cette JV, et effectivement pour opérer les opérations sur la France. Merci Marianne. Je vais me tourner vers Fanny. Bon, alors, dans le monde des fintech, c'est pas du tout la même logique, la même problématique. Est-ce que tu peux nous présenter comment ça se présente effectivement ce sujet, et de la consolidation et des partenariats et des JV, etc. Comment les fintech prennent ce sujet en main? Merci Hervé. Donc la fintech, elle résonne en termes business. Comment faire du business, comment gagner de l'argent. Et avec cette optique-là, elle va regarder si la meilleure solution, c'est d'être indépendante, de se consolider, de conclure des partenariats. Il n'y a pas de réponse unique, ça dépend du stade de développement de l'établissement de paiement. Donc on a des exemples de consolidation. Les consolidations peuvent être entre fintech. On a vu récemment des fintech, par exemple Slimpay, qui a été racheté par
Trustly. Donc les consolidations, Tink a été, là c'est pas entre fintech mais a été racheté par Visa. Donc on voit des consolidations entre fintech. On peut voir des consolidations entre fintech et entre banques. Linkso, pour ne pas le citer, a rejoint le groupe Crédit Agricole. Donc ça, c'est des consolidations entre fintech et banques. Et ça peut être aussi, dans le cas de Visa qui a racheté Tink, plutôt une autre optique encore de consolidation. Donc c'est une option. Il y a aussi l'option du partenariat. Moi, je travaille pour Fintecture. C'est l'option que Fintecture a choisie. On a un partenariat avec la Société Générale, très clairement. Et on me demande souvent jusqu'à est-ce qu'on est si un partenariat exclusif, pas exclusif, est-ce que les pourcentages, actionnariat. On ne répond pas forcément à ça. Le fait est que c'est une option de partenariat qu'on a choisie, tout en restant indépendant, pour être très clair. Donc c'est une option. Il y a d'autres partenariats sur la place. On a aussi un partenariat avec Allianz, par exemple, dans le domaine des assurances. Donc il y a cette option partenariat. On regarde en dehors de l'industrie qui va nous proposer soit une consolidation, soit un partenariat. On regarde aussi la nationalité, bien entendu, de celui qui veut dealer avec nous. Est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il est européen? Est-ce qu'il est américain? Parce que tout ça a des impacts. Encore une fois, nous, on regarde sur le business. Donc, l'impact de la nationalité de celui qui veut conclure avec nous. À titre personnel, je pense que pour innover, c'est pas mal de rester indépendant un certain temps, parce que c'est quand même plus facile d'innover quand les cofondateurs gardent la main que quand on est absorbé purement et simplement par une structure quelle qu'elle soit. Donc ça dépend vraiment du stade de développement de l'entité. Merci Fanny, on va avoir l'occasion d'y venir. Vincent, tu as joué un rôle un peu particulier puisque on a contacté une dizaine d'industriels pas présents aujourd'hui et ils sont tous plus ou moins impliqués dans des situations, dans des projets un peu compliqués, donc c'est très difficile pour eux d'en parler. Donc Vincent, tu as historiquement toi une culture télécom, donc tu vas nous parler de ce sujet tel qu'il s'est présenté historiquement dans le monde télécom. Tu as aussi, bien sûr, en toile de fond, la logique industrielle en tête et la logique bancaire, puisque tu es directeur général de Pélib. Comment tu vois effectivement cette problématique des consolidations, des partenariats, en prenant appui sur ton expérience dans le monde des télécoms? Déjà, bonjour à tout le monde. Déjà, merci pour l'invitation. Déjà très touché. C'est la première fois que Pélib est invité en tant qu'industriel et plus en tant que start-up. Alors, quelque part, non mais ça marque quand même une réalité, parce que c'est vrai que jusque-là, Pélib s'est vraiment développé ces dernières années en mode start-up. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on a atteint une échelle industrielle. On opère maintenant un service à une échelle industrielle. Pour vous donner quelques chiffres, 35 millions de Français inscrits, 14 millions de clients actifs, 3 milliards d'euros échangés. Alors on n'est pas encore à la taille d'un CB ou d'un STET, mais on commence à avoir une dimension industrielle réelle et sérieuse. Alors effectivement, on fait du paiement mobile et à titre personnel, effectivement, j'ai un bout de carrière dans le monde bancaire et un bout de carrière préalablement dans le monde télécom. Et pour finalement rebondir sur plusieurs choses qui sont racontées autour de la consolidation aujourd'hui, la défragmentation, c'est un peu le mot qui a été employé. On a tendance parfois à croire que ça veut dire on se fédère tous sous une même entité juridique, ce qui n'est pas forcément le cas. Et je vais vous prendre vraiment deux exemples, un contre-exemple et un exemple. Le contre-exemple, c'est finalement, aujourd'hui, on a un acteur qui a fait un gros mouvement de consolidation en France, c'est Worldline. Et en fait, de par le fait que les normes soient différentes d'un pays à l'autre, en fait, il se retrouve finalement à porter en holding un ensemble d'activités, filialisées ou pas, j'ai envie de dire peu importe, mais en tout cas des activités de nature technologique finalement assez différentes. Et quelque part, on se retrouve avec un réveil un petit peu douloureux, et quelque part, on a un peu le sentiment aussi que les marchés financiers ont un peu découvert ce phénomène. Ça s'est traduit par les chutes du Niagara boursier ces derniers temps. Mais voilà, la réalité, c'est que c'est pas parce qu'on a un seul acteur qu'on a une consolidation en réalité. Ça c'est entre guillemets une forme d'exemple. Et puis, à contrario, effectivement, tu citais le monde télécom, Hervé. Le monde télécom a depuis très longtemps cette culture de la normalisation, la culture du standard, et passe parfois beaucoup de temps, parfois je précise au détriment de l'innovation, mais il y a une vraie volonté de standardiser.
Et c'est vrai que probablement, c'est la clé d'une consolidation en Europe, en tout cas d'une défragmentation, c'est d'aller vers un mouvement un peu plus allant, notamment, je pense, pour ma part, impulsé par les autorités européennes. Je pense que c'est la bonne maille pour porter des schémas de normalisation à l'échelle européenne, avec une vraie impulsion des pouvoirs publics, mais par contre, je poserai un préalable pour que ça marche, et notamment dans les télécoms, c'était hyper clé, c'est que d'abord, on s'assure de la volonté des acteurs de coopérer, c'est-à-dire qu'on ait traité en amont les questions de modèle économique, qu'on ne refasse pas les erreurs qu'on a faites, par exemple, dans DSP2, c'est-à-dire finalement, on pose des standards, on essaye, mais en réalité, il n'y a pas la motivation des acteurs, et on se retrouve finalement avec des acteurs qui, pardonnez-moi l'expression, mais finalement ont envie de pondre les standards pour que ça ne marche pas. Merci de ce point de vue qui est original en tout cas et qui est important d'entendre. Benoît, tu as effectivement un point de vue un peu plus financier de cette problématique au plan européen. Toi, comment tu vois cette histoire du marché européen, de la consolidation bancaire? On a dit tout à l'heure, c'est pas le paiement qui est la queue du chien qui va remuer la consolidation bancaire, hein, ça c'est clair. Mais malgré tout, comment tu vois le marché européen du côté industriel et du côté bancaire? Oui, alors il y a peut-être plusieurs choses. Alors déjà, donc je représente aujourd'hui OnePoint. Vous entendez parler de OnePoint en ce moment comme le petit pousset qui veut manger entre guillemets beaucoup plus gros que lui. En fait, l'élément de contexte il est assez important parce que nous chez OnePoint, on est très attaché à la souveraineté et très attaché à la réindustrialisation de la France. Et aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure de consolidation. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que sous la pression successive, peut-être de financiers, la pression notamment des fonds, on a fait des carve-out, et on va finir en vente à la découpe. Et ce qui est dommage, parce qu'on avait un grand acteur français, européen, qui était devenu mondial, et ça va sans doute peut-être mal finir. Nous, on fait tout pour éviter que ça finisse comme ça. Mais je vais revenir à presque l'étymologie de la consolidation. C'est qui dit consolidation dit réunion. Dans réunion, il y a le mot union. Je rappelle qu'en 88, on voulait faire l'union économique et monétaire. Donc on a commencé par l'union monétaire. Certains se rappellent, si vous aviez des enfants, au moment du passage à l'euro, on avait tous la petite pochette avec les euros versus un billet de 100 francs. Et d'ailleurs, de temps en temps, j'incite mes enfants, d'ailleurs moi-même, parce que j'ai entre 32 et 19 ans, je leur dis, je contre-valorise tout ce qu'ils achètent en francs, pour leur dire, mais vous vous rendez compte de la valeur de ce que ça a. C'est la petite parenthèse. Donc, pour revenir à la réunion, ce que je veux dire, c'est qu'on a réussi, je pense quand même, l'union fiduciaire, enfin l'union monétaire. La Banque Centrale Européenne a rappelé en début d'année 2024 qu'il était impératif de relancer l'union des marchés de capitaux. Et j'ai l'impression qu'au milieu de tout ça, on a oublié que dans l'union monétaire, il y a le sujet des paiements. Et pourquoi ? Parce que les paiements sont devenus électroniques et qu'aujourd'hui, l'industrie a du mal à se consolider sur le sujet. Et je pense que il est important, et on y travaille ensemble, Hervé, notamment auprès d'un certain nombre d'instances, notamment auprès de Numéum, que les acteurs, notamment français, d'origine française, prennent conscience du rôle de l'industrie française dans le monde des paiements pour redevenir compétitif par rapport à un mouvement mondial qui s'est accéléré, mais qui est d'origine privée. Aujourd'hui, les grands acteurs des paiements, aujourd'hui, ça reste pour beaucoup, si on regarde la picture internationale, c'est les Américains et les Chinois. Et ce qui est un peu dommage, et en tout cas, nous on plaide pour aller aider à réindustrialiser la France et l'Europe et regagner en souveraineté sur le sujet des paiements. Merci. Et dernière intervention, Geoffroy. Alors, Geoffroy, tu es superviseur, enfin tu es en tout cas ACPR a pourvu donc effectivement d'autoriser un certain nombre d'opérations. Quand tu vois l'évolution du marché, quelle est ton analyse sur ce qui est possible, pas possible et les difficultés rencontrées par les acteurs ? Alors, je vais peut-être pas rentrer dans... Nous, on est en effet en bout de chaîne. Souvent, c'est-à-dire qu'on donne quand même l'autorisation de ces rapprochements avec les uns et les autres. Non, mais je vais pas revenir sur je vais peut-être vous donner juste quelques éléments de contexte sur qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché. En fait, qu'est-ce qu'on peut constater comme type de stratégie, notamment au titre de sujets de consolidation et des paiements. Alors, paiement au sens large, on peut quand même dire deux mots du domaine bancaire qui était quand même largement concentré en France, sur lequel on voit que il y a des acteurs qui ont essayé de pénétrer au niveau établissement de crédit.
dit, hein, et on voit bien que les banques en ligne aujourd'hui ont eu du mal à trouver leur place, en tout cas en termes de rentabilité, et on s'aperçoit qu'en effet il y a plusieurs projets aujourd'hui qui ont échoué. Alors certains se sont arrêtés, on voit Orange Bank qui sort du marché, on voit ING Direct qui aussi est sorti du marché français, donc on voit bien que ce positionnement en tant que banque en ligne et la course à la clientèle, elle n'est pas simple, et que donc en effet on a des acteurs qui se sont, alors je vais pas dire que c'est un échec, je ne sais pas pour eux, mais en tout cas qui ont décidé de se retirer du marché parce qu'ils n'avaient pas trouvé le seuil de rentabilité. Donc on a cette première catégorie d'acteurs sur lequel on voit qu'en effet il y a des acteurs qui reculent du marché. Après, qu'est-ce qu'on voit? On voit des banques qui aujourd'hui aussi, en tout cas sur le domaine du paiement, filialisent une partie de leurs activités, et elles le font pas uniquement pour identifier un centre de coûts, mais on voit bien qu'il y a aussi une logique de partenariat et d'ouverture. À partir du moment où on a une usine de paiement qui est interne et qui est purement capitalistiquement interne, c'est plus compliqué d'aller chercher des partenariats, et donc on voit que certains ont souhaité justement filialiser pour avoir une capacité plus forte de nouer des partenariats avec l'extérieur. Donc ça, c'est un point intéressant. Et puis après, on a toute la mouvance de la DSP2. Alors c'est vrai que ça s'est accéléré avec la DSP2. La DSP1 était déjà là, il y avait un certain nombre d'agréments, mais on voit que vraiment le développement DSP2 a été important sur le nombre d'acteurs agréés. C'est tout ce qui est dans le domaine du paiement, les établissements de paiement et de monnaie électronique. Et là, qu'est-ce qu'on peut constater? On va constater ce qu'on a déjà dit un peu précédemment, c'est-à-dire que, on a des acteurs qui ont jamais réussi à trouver leur seuil de rentabilité, mais qui se sont fait racheter par les banques avant d'atteindre ce point mort. On a plusieurs exemples en tête, Nickel. Enfin voilà, il y a beaucoup finalement de banques qui ont été décidées d'aller récupérer ces fintechs. Alors la difficulté, c'est de les intégrer dans les groupes. Je ne commenterai pas les dernières sanctions de la CPR qui ont tous été largement relayées, mais on voit bien que l'intégration dans les groupes, il faut réussir à les intégrer sans les tuer au titre de l'innovation, mais en les ramenant dans un degré de conformité qui est peut-être plus élevé que celle initiale. Donc ça, c'est un sujet, un point important. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit aussi des fintechs qui, donc au-delà de ceux qui ont eu du mal à atteindre leurs objectifs et qui souvent se sont fait racheter par les banques, on a quand même quelques fintechs qui aujourd'hui sortent, de l'eau d'un point de vue rentabilité. Et celles-là, en général, elles s'appuient sur quoi? Sur beaucoup de partenariats. Elles travaillent beaucoup en mode API. Donc finalement, je fournis au client un service complet, mais c'est pas moi qui le sers complètement. Je vais m'appuyer sur chaque partenaire qui va offrir un petit bout, et le client, lui, il va pas forcément le ressentir en expérience client, mais derrière, c'est bien une multitude finalement d'acteurs qui vont intervenir pour fournir un service, et ceux-là finalement ont réussi plutôt à s'en sortir. Donc on a quelques beaux exemples d'acteurs dans ce secteur. Et alors souvent ceux-là, ils suivent quand même un chemin qui tend à aller vers le statut de banque, c'est-à-dire qu'ils sont partis en tant qu'établissement de paiement, de monnaie électronique, et on voit bien qu'au fil du temps et qu'ils grossissent, il y a un moment, il faut passer dans la catégorie bancaire pour devenir, un acteur aussi peut-être qui inspire plus de confiance sur certains partenariats. Et donc on voit bien que cette logique-là, y compris aussi vis-à-vis du public, et de la confiance que le public peut avoir dans ces institutions-là. Et donc on voit un chemin plutôt vers aller vers l'établissement de crédit et passer cette catégorie-là. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. C'est un premier éclairage. En tout cas, on voit bien qu'effectivement les formes de relations sont extrêmement diverses. Tout le monde a tous essayé plus ou moins différentes formules, et donc aujourd'hui tout le monde cherche la solution de référence. La deuxième attente des pouvoirs publics, c'est de mettre en place des infrastructures européennes ou l'interopérabilité européenne ou tout ce qu'on veut dans ce domaine. Et il y a un certain nombre de solutions aussi là auxquelles on fait toujours appel. Alors d'abord, il y a la normalisation. On en a un peu parlé dans la table ronde précédente, on va y revenir, on va voir quel est l'apport de cette solution. Il y a une deuxième solution qui a très bien fonctionné en France, qui est l'interbancarité. Alors au niveau européen, on peut envisager effectivement ce genre de choses, mais maintenant, le monde des paiements s'est ouvert, comme l'a expliqué Bertrand Dumont ce matin. Et donc la question, c'est de savoir est-ce qu'il faut une inter-PSP. Je dirais, voilà, si je voulais avoir une formule. Et la troisième solution, c'est de dire, c'est les pouvoirs publics qui vont mettre tout le monde d'accord et qui vont permettre de régler cet espace. Alors on va effectivement, on va commencer par Marianne, parce que Marianne, elle a une double responsabilité, puisqu'elle est d'abord responsable de la stratégie de l'interbancaire au Crédit Agricole CAPS, mais elle est aussi présidente du CFONB, et je pense que
ces enseignements en matière de normalisation sont extrêmement utiles pour bien comprendre les enjeux en ce domaine. Marianne, merci. Mince, je suis un peu déçue quand tu parlais de ma double casquette. Je croyais que c'était banque et innovation. Alors, banque et innovation, on peut en parler tout de suite. L'innovation, je l'avais mis en troisième. C'est pas moi qui avais la casquette innovation, mais là, je suis vraiment très déçue. Innovation, c'est en troisième. On va y revenir. C'est une seule et même casquette, banque et innovation. Bon, alors, du coup, je trêve de plaisanterie sur ce sujet, mais qui me tient à cœur. Et d'ailleurs, merci à la table ronde précédente, parce que beaucoup de choses ont été dites avec beaucoup de passion sur ces sujets de normalisation. On parlait tout à l'heure, pour faire la transition, la consolidation, c'est pas consolider pour le plaisir de consolider, c'est quand même aussi, et quand les pouvoirs publics nous y aident, c'est quand même surtout pour créer des champions européens. Et donc on y revient. Derrière tout ça, c'est vrai derrière la consolidation, c'est vrai derrière la normalisation, l'enjeu c'est celui de la souveraineté. Et si il y a bien un endroit où on a vraiment un levier et quelque chose qui est très très important, c'est dans le domaine de la normalisation. Je reviens pas sur tous les débats sur les standards, les normes, l'ISO, tout ça a été dit. Je dirais que si en tout cas on avait un vœu au niveau du pouvoir public, la normalisation, il y a deux choses en particulier qui m'ont frappé au moment où j'ai repris le CFONB. D'abord, c'est la vision culturelle très française qu'on a de la normalisation. Donc, pour un Français, la norme, c'est grosso modo que des emmerdes, en fait. C'est plutôt ce qui va nous empêcher de travailler et de faire du business. Là où dans d'autres pays, eh bien, c'est vu comme un gage de compétition. La deuxième chose qui m'a frappée, c'est que c'est un secteur dans lequel l'échelon européen n'existe pas. On a le CFONB en France, on a compris que c'était important, je parle de normalisation évidemment bancaire et financière, mais dans les acteurs à l'ISO, dans les grands acteurs à l'ISO, je vais peut-être vous surprendre, pas en tout cas sur la première partie, on a les Américains qui sont là en force, maintenant on a les Chinois, qui sont, mais alors plus qu'en force, ils prennent les présidences dès qu'une place se libère, c'est un Chinois qui prend la présidence. Ça devrait quand même nous interpeller. On sait qu'ils savent quand même réagir. Et puis les troisièmes, c'est les Français. Et là, pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas de niveau européen, c'est parce que quand on a des positions à prendre, nous Français, on essaie désespérément de trouver parfois des accords, des alliances. On va voir nos confrères, les Allemands, mais c'est quand même très difficile. Et je ne nous ai jamais vu aujourd'hui avoir une position européenne pour défendre des sujets de normalisation. Deuxième sujet sur lequel il est bon d'attirer notre attention, on parle beaucoup d'euro numérique en ce moment, partout, tout le temps, etc. Vous savez ce qui se passe à l'ISO en ce moment? On normalise l'euro numérique. Devinez qui a la présidence, qui s'en occupe et qui est en train de créer les standards de ce que seront les monnaies numériques de banque centrale? Les Chinois. Donc ça devrait quand même nous interpeller un petit peu pendant que nous, on s'occupe de cours légal de l'euro et de tout un tas de choses qui sont certainement importantes. Eh bien d'autres acteurs qu'on peut pas soupçonner d'être en retard sur ces sujets en général à la pointe de l'innovation, eh bien ils sont en train de rentrer par la norme. Et quand on va peut-être se réveiller, alors soyez pas trop inquiets, hein, on a des gens du CFONB qui sont dans ces groupes et qui nous alertent, mais il se pourrait que les standards ne nous conviennent pas. Et quand on a les standards, quand on a les normes, ensuite on a les standards et derrière on a les protocoles. Donc ces QFD, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Voilà un petit peu le message que je voulais vous faire passer sur ces sujets de normalisation. Fanny, ton sentiment, parce qu'effectivement, est-ce que les fintechs démarrent par la normalisation ou sont plutôt francs-tireurs? Comment ça se passe? Alors les fintechs, elles ont récupéré une ex-banquière qui a vécu la guerre banque-fintech, qui a trouvé ça profondément ridicule, parce que d'un point de vue business, ça a coûté des millions aux banques et ça a ralenti l'innovation côté fintech. Donc quand je suis arrivée côté fintech, moi je leur ai dit que la guerre entre Français c'était sympa, mais c'était profondément absurde. Et donc je leur ai quand même suggéré d'essayer de comprendre les banques. Et donc il y avait quand même quelques règles dans le monde accessoirement des paiements
que l'EPC pouvait avoir du sens pour une fintech parce qu'il y avait des schemes et que peut-être si on raisonnait aussi en termes de schemes, ça fonctionnerait mieux les API, notamment les API premium et réfléchir à des modèles business. Donc c'est pas juste Fanny qui me parle, je suis aussi à la FEPAM, donc l'Association française des paiements, et au niveau européen, le TPPA. Donc j'ai veillé à ce qu'on puisse adhérer à l'EPC aussi bien en tant qu'association européenne qu'en tant que français, puisque Fintecture est adhérent direct de l'EPC. Donc moi j'ai quand même milité pour qu'il y ait un rapprochement, parce que encore une fois on est entre français, et quand on est à Bruxelles, on nous demande pas si on est banque ou fintech, mais on me dit que pense la France, hein, très bêtement. Enfin voilà. Je confirme, en tant que board member de l'EPC, que c'est plutôt des réflexes nationaux qui se réveillent à chaque fois qu'on parle de ces organismes européens. Alors, justement, j'étais sûr que, effectivement, mais vas-y, continue, c'est très bien. Et sur les CFONB, je vais aussi le dire parce que là, j'ai ma part de responsabilité. La FEPA m'a aussi demandé si on pouvait participer au groupe du CFONB. On a eu le plaisir d'avoir une réponse favorable. Malheureusement, là, on a un peu long à répondre. C'est ma faute. Désolée, moi. On a aussi un business à faire tourner. Pardonné. Mais voilà. Donc, le but, c'est très clairement d'agir via l'EPC, via le CFONB. Pourquoi? Parce que si on fait pas ça entre Français, à la rigueur, si c'est des Européens qui arrivent, bon, ça sera un moindre mal, mais effectivement, ce sont les Américains, parce que je vais donner un autre exemple. On a une autre association européenne des paiements qui s'appelle l'EPIF. Les membres du board sont à 95% américains. C'est Visa, PayPal, Google, Apple Pay. Donc, je peux vous citer tous les Américains. Il y a juste un Européen qui est en portugais, qui a fini par arriver au board. Donc, en fait, si on n'a pas les Français, on a les Américains, et l'EPIF fait aussi du lobbying à Bruxelles. Donc, j'ai choisi d'infiltrer les Américains. On est membre de cette association, même si on n'est pas au board. On se sert du pouvoir des Américains quand on en a besoin. Mais je reste totalement lucide sur le fait que l'Association européenne des paiements, ce sont des Américains. Donc voilà. Donc on a le choix à le faire. Soit on le fait entre Français, soit on le fait entre Européens, soit ce seront les Américains qui, à la fin, vont porter le gâteau. Merci d'avoir apporté ce témoignage et merci à Marianne d'avoir réagi. Je pense qu'effectivement, il y a aujourd'hui des débats à l'EPC à d'autres niveaux où on a le sentiment que certains veulent effectivement développer au niveau européen, d'autres souhaitent que la réglementation européenne prenne le pas pour essayer de régler les sujets. Je ne sais pas quelle est ta réaction par rapport à les deux d'ailleurs, Fanny et... Je voulais juste ajouter peut-être un point, et on est là pour interpeller, attirer l'attention par rapport à ce que dit Fanny sur l'EPIF. Vous savez, il y a aussi des présidences et des présidences de commission, et c'est un organisme qui est très actif à l'ERPB, donc le Conseil des paiements de la Banque centrale européenne. Pour vous donner une petite idée, la présidence du sujet qui va regarder la DSP3, c'est la directrice des affaires publiques de PayPal. D'Apple d'ailleurs, je dis une bêtise, ça doit être Apple. Enfin en tout cas on a Apple, on a Amex qui s'occupe d'euro numérique je crois, et puis on a Amazon qui a aussi la présidence sur un autre sujet. Donc voilà, c'était juste pour rebondir et alerter sur le fait qu'il faut qu'on soit vigilant et que les Français et les Européens soient évidemment au bon endroit et dans les bonnes instances où se décident tous ces sujets qui feront la consolidation de demain. Merci. Benoît, alors toi, tu as effectivement une vision extérieure. Comment tu vois ce développement de la normalisation au plan européen et quel rôle elle peut jouer ? Alors, je vais aller beaucoup dans le sens du point de vigilance de Marianne, parce que moi, je l'ai vécu dans ma chair, parce que j'ai été banquier dans une autre banque verte. C'était en tout cas, c'était un vert, une nuance un peu différente. Et je me rappelle très bien qu'à l'époque, Philippe Bordenave m'avait demandé de commencer à regarder en 95-96 ce qu'étaient les normes IAS. Et j'avais quand même dit, mais qui est-ce qui est en train de travailler sur ce sujet ? Les auditeurs. Quels sont ceux qui ont le plus de revenus grâce aux normes IAS ? Les auditeurs. Voilà. Donc il faut se méfier des gens qui veulent normaliser. À l'inverse, toutes les évolutions que j'ai connues en tant que normalisateur autour du comité de Bâle, donc qui étaient plus naturelles parce que venant des banquiers, c'est le comité de Bâle, c'est ratio coût devenu McDonald's, Bâle 2, Bâle 3. Pour moi, a eu un impact significatif dans le bon sens du terme, parce que ça a permis aux banques de renforcer leur sécurité, leurs fonds propres, etc. Donc ça, c'est pour dire la normalisation, elle est importante, elle est même, je pense, cruciale, parce que au bout du bout, si on regarde malgré tout, j'étais un peu cynique sur la partie IFRS, mais si on regarde IFRS Bâle 2, Bâle 3, la normalisation est très utile, très importante, mais il faut qu'elle soit portée au plus haut niveau avec une autorité de tutelle ou une autorité
tout court qui s'imposent et qui imposent des manières de faire. Et peut-être que dans le monde d'aujourd'hui, il faut que cette normalisation, elle se traduise dans l'industrie. Et est-ce que c'est une autorité indépendante qui doit le faire? Je vais faire des similitudes, par exemple, dans les marchés de capitaux. Aujourd'hui, ce sont des fintechs qui se sont emparés des sujets à la demande de beaucoup de clients. Par exemple, sur le marché de la dette court terme, sur les NoICP, vous avez plusieurs fintechs qui s'emparent du sujet. Vous avez une qui est en train d'émerger, qui s'appelle OnBrain, qui est française, et ça faut le souligner, et qui est en train d'être une vraie réussite à l'international, qui passe des accords avec le Nasdaq, et qui est en train d'européaniser et de fédérer tous les efforts, mais faits sur la dette court terme. Et on pourrait imaginer que dans les paiements, on ait soit d'initiative privée, soit d'initiative publique, cette capacité technologique à traduire la normalisation dans l'aspect industriel. Moi, j'ai un exemple, hein, Hervé, si tu permets quand même, parce que tout n'est pas noir, de standardisation par les acteurs du privé qui marche, qui fonctionne et qui fait écho. Et j'en parlais tout à l'heure. On a quand même un grand succès, assez peu connu et dont on parle peu, qui est IBIX. IBIX, c'est quand même un standard qui vient du privé, qui vient d'un accord et d'un moteur franco-allemand qui a fonctionné et qui s'étend et qui s'étend d'année en année, qui s'élargit à l'Europe, et on n'a pas eu besoin d'une intervention des pouvoirs publics pour que ça fonctionne. Donc ça peut fonctionner. Il ne faut pas effectivement qu'il y ait des réflexes locaux et nationaux qui rentrent en œuvre, parce que François en a beaucoup parlé tout à l'heure, mais Nexo, c'est un petit peu la difficulté. On se dit tiens, nous Français, on arrive en force finalement dans Nexo, et c'est exactement ce qui fait peur et ce qui fait que les Allemands ne veulent pas de Nexo. C'est le degré de méfiance, c'est de se dire aïe aïe aïe, mais si les Français ils sont aussi présents, c'est qu'il y a quelque chose en fait. C'est pas pour nous. Et on va se poser ces questions sur d'autres standards, sur les standards des API. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de se battre entre nous, entre Stet et le Berlin Group, et il va falloir faire un choix, parce que sinon on va normaliser et consolider par le mauvais côté, me semble-t-il. C'est quand les pouvoirs publics vont siffler la fin de la récré. Tout à fait. Alors, on va demander à Vincent son point de vue, parce qu'il a aussi une expérience justement dans cette logique de normalisation. Vincent, comment tu vois ce développement de la normalisation, de son apport? Tu as commencé à en parler dans ta première partie. Aujourd'hui, comment tu vois son développement au niveau européen, en tout cas pour les paiements? Oui, j'adhère à tout ce qui a été dit juste avant. Si on veut véritablement une normalisation, il faut quand même pas perdre de vue qu'il faut la faire avec un objectif bien précis. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire la défragmentation ou la consolidation, c'est une finalité en soi. On l'a bien dit tout à l'heure. Si on l'a fait, c'est avec un objectif bien précis. La consolidation, c'est pour aller chercher les économies d'échelle, la compétitivité et la souveraineté. Et donc ça, c'est le premier point, c'est de bien garder en tête la raison pour laquelle on le fait et de ne pas perdre de vue cela. Ensuite, sur la façon de le faire. Le prérequis, et j'insiste là-dessus, c'est qu'il y ait une volonté des acteurs d'y aller pour de vrai. C'est-à-dire, si le régulateur il met l'impulsion, les régulateurs, autorité, je vais dire, voilà, autorité. Si une autorité met l'impulsion, mais qu'il n'y a pas une volonté des acteurs, on va finir par normaliser, mais entre guillemets, on va normaliser n'importe quoi. Je vais prendre un exemple. Imaginons qu'on normalise les prises électriques. Heureusement qu'on normalise les prises électriques. C'est quand même un peu gage que ça fonctionne. Mais si pour normaliser les prises électriques, au lieu de normaliser le form factor, le voltage et la fréquence, ce qu'on normalise, c'est la couleur de la prise, en fait, ça marche pas à la fin. C'est-à-dire que tout le monde sera compliant à la norme, mais ça servira à rien. Or, si jamais on ne fédère pas avant les acteurs sur pourquoi on le fait et quels sont un peu le framework dans lequel on va utiliser cette norme, en fait, on ne va pas avoir une contribution positive des acteurs. Donc ça me semble essentiel de mettre en premier point d'abord la fédération des acteurs sur clarifier le rôle de chacun, le modèle économique, petit 1. Ensuite, on passe à la norme, et j'ai envie de dire après, une fois que la norme elle est installée, on peut imaginer, entre guillemets, de donner le dernier coup de pouce, toujours par les autorités, de rentrer ça dans des législations. Mais ça doit venir plutôt en aval, et je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier les deux premières étapes. Fédérer les acteurs sur un objectif commun, où chacun est conscient qu'il va y trouver son compte. Ensuite, il y a une coopération des acteurs qui sera en réalité relativement simple à mettre en œuvre. Merci Geoffroy. Alors, c'est
On s'aperçoit que dans la mise en œuvre en Europe des réglementations européennes, bon, il y a des déclinaisons qui sont faites par pays. Ça crée effectivement. Alors, c'est pas directement des normes qui sont différentes, mais c'est des règles qui peuvent varier. Alors, en quoi une structure comme la CPR, par exemple, peut essayer de faire, ou même de façon générale, les autorités de supervision peuvent faire en sorte que, effectivement, les choses s'aplanissent et qu'on puisse avoir un level playing field et des règles du jeu qui soient identiques au plan européen. Voilà, pour répondre à cette question, il y a quand même deux axes qui sont un peu différents. Peut-être un commenter sur le sujet de la normalisation par le marché. En fait, sur ce point-là, nous, en tant qu'autorité, alors je parle pas là pour le coup supervision, nous on applique la réglementation. Donc après, on n'est pas trop, mais sur le régulateur, le rôle du législateur, bien entendu qu'il y a un souhait de pouvoir reposer sur des standards. Alors on l'a vu, moi je le dis toujours parce que j'avais la chance d'être à la Banque de France sur la sécurité des moyens de paiement et au moment du passage à CEPA, le CEPA c'est le parfait exemple de ce qui fonctionne bien. C'est-à-dire le marché s'entend sur une norme, elle est bien définie, et ensuite le législateur vient pour l'imposer à tout le monde, pour faire en sorte que ça bouge, parce que de toute façon il y a toujours un effet de poulet neuf, et donc il faut que forcer à un moment les gens à dire voilà, tout le monde doit voilà, des end dates qu'on repousse, mais bon l'intérêt c'est qu'elles y soient et que ça motive tous les acteurs. Donc ça fonctionne bien, et le législateur il est ravi quand il peut s'appuyer sur des standards de marché qui fonctionnent. Alors, si on prend des exemples, on a CEPA qui fonctionne bien, on peut prendre en effet la partie DSP2. Et la partie DSP2, c'est plus compliqué. Au moment où le législateur souhaite imposer justement l'ouverture des données pour que les fintech puissent apporter un peu d'ouverture sur ces sujets-là, il n'y avait pas de standard. Et donc, en effet, au démarrage, quand le législateur a dit on va donner à l'EBA le soin d'écrire les standards techniques, beaucoup d'acteurs sont venus voir l'EBA. À l'époque, j'avais la casquette EBA, c'est beaucoup moi qui ai travaillé sur ces sujets-là, et ils nous disaient mais vous allez nous écrire des standards en fait. Non, en fait, nous on n'écrit pas des standards techniques. Enfin, ce que nous on appelle standards techniques, c'est de la réglementation en fait. C'est du droit. On va vous écrire des règles, et d'ailleurs qui ont après donné lieu à tellement d'interprétations et de nécessité de préciser. Mais on était là, nous, on rêverait que vous ayez un standard. Donc c'est vrai qu'après, dans la réglementation, on a favorisé l'émergence des API. On a souhaité à ce que des standards soient mis en place. D'ailleurs, la réglementation elle-même, si vous la lisez encore aujourd'hui, c'est bien précisé avec des avantages pour ceux qui font partie d'un standard. Donc l'objectif, c'était bien de favoriser l'émergence de standards. Force est de constater que, y compris là dans la DSP3, on n'a toujours pas de standard qui s'est imposé et sur lequel le législateur pourrait dire voilà, on arrête, on siffle la récré, ce sont les API comme ça avec tel standard qui fonctionne. Donc c'est vrai que nous on est très j'allais dire en support de ce développement. Alors après, toute la question est de savoir quels sont les ingrédients qui vont bien pour qu'un standard se passe bien. Alors on a toujours le sujet du business model, sauf qu'en fait voilà, on est sur des sujets sur lesquels il y a des sujets de concurrence, il y a des sujets, et nous en tout cas de superviseurs, on n'aime pas bien se mêler des business models parce qu'on n'est pas là pour faire l'arbitrage là-dessus. Donc c'est vrai que il y a un dialogue à avoir. C'est vrai que nous on appelle aussi dans le domaine actuel des API et des SP3, on espère quand même que les API qui ont été construites par les banques vont être développées, vont pouvoir offrir des données à valeur ajoutée, rentabiliser, oui bien sûr. Donc on espère que ça va être un succès. Maintenant, est-ce que ça le sera, j'en sais rien. Donc ça c'est sur cette partie-là. Après, sur l'autre sujet qui est peut-être pas de la normalisation en tant que telle au sens qu'on vient d'évoquer, mais plus la mise en place de règles harmonisées au niveau européen. On a un set maintenant de réglementations qui ont été DSP1, DSP2, DME2. Là on arrive à la DSP3. On voit bien que dès qu'on peut, on essaye d'affiner les choses. Donc si vous regardez d'ailleurs un bon exemple, c'est dans ce qui est proposé aujourd'hui dans un DSP3, c'est qu'il y a un certain nombre de règles qui sont plus dans la directive, qui deviennent dans le règlement. Et ça c'est vrai, c'est le sujet. C'est-à-dire que quand vous regardez déjà la nature juridique des actes qui sont pris, quand vous êtes sur une directive, il faut que chaque pays transpose. Et les débats sont toujours un peu compliqués, on comprend pas toujours la même chose à la fin. Nos collègues du Trésor qui étaient tout à l'heure là sont témoins. Oui. Et quand on transpose, on peut avoir des divergences de vision entre autorités. Et là, nous, on agit beaucoup sur ce sujet-là. On est très attentifs. Alors heureusement, on a des acteurs qui en permanence viennent nous expliquer que les autres sont mieux traités que donc ça nous permet d'aller ensuite creuser un peu les sujets. Mais il y a beaucoup de sujets on est en train de regarder, y compris au niveau de l'EBA.
enfin des autorités européennes, c'est important, pour assurer que tout le monde applique la règle de la même façon. Donc c'est vrai qu'au fil du temps, alors je dis pas que c'est parfait, hein, alors par contre je préfère aussi mettre un élément positif dans tout ça, parce qu'il faut ramener un petit peu de positif. On se plaint beaucoup de l'Europe en disant ouais, c'est pas harmonisé, ça fonctionne pas bien. En fait, moi quand je suis allé encore récemment la semaine dernière aux États-Unis, vous parlez avec les Américains, ils disent mais l'Europe c'est génial, vous êtes agréé dans un pays, vous couvrez toute l'Europe. Aux États-Unis, vous êtes obligé d'aller dans chaque État pour obtenir une licence et faire la même chose, et avec des États qui n'ont pas du tout les mêmes réglementations. Donc ça, c'est un point positif, c'est qu'on a en Europe des réglementations européennes. Après, oui, dans les transpos, il y a des différences de vue, dans les interprétations, il y a des différences, et le job consiste, y compris le nôtre, à aller justement s'assurer qu'on est tous sur l'interprétation de la même règle. Alors c'est soit dans le cadre des discussions, des nouvelles négociations de réglementation, comme là la DSP3, où on est en train de regarder des sujets particuliers qui sont aussi importants pour les acteurs de la FinTech, comme la définition du rôle d'agent, c'est un bon exemple. Vous regardez, ayez un jour la curiosité, allez sur le site de l'ABE, regardez un peu les déclarations d'agents entre pays. Vous allez voir des différences massives entre pays, et c'est lié en effet à des différences de point de vue du superviseur sur ce qu'est un agent ou pas. Donc on est en train d'y travailler en Europe au niveau de la DSP3. Donc voilà, on y travaille pour essayer de lever les barrières, parce qu'on est bien conscient que tant que ces barrières seront là, ou tant qu'il y aura du national, ça limite la capacité des acteurs à s'organiser au niveau centralisé et pouvoir faire du vrai passeport européen sans avoir finalement avoir des adaptations dans chaque pays au niveau des paiements en particulier sur la réglementation. Donc voilà, c'est un peu notre rôle, on le fait au quotidien. Tout n'est pas parfait, mais on a quand même quelque chose de positif, c'est qu'on a un passeport européen et que ça simplifie quand même beaucoup la vie de beaucoup d'entreprises. Après, ça peut créer à des moments ou en autre des zones de concurrence un peu déloyales, et on fait en sorte de les corriger au fil du temps. Voilà. Merci. Donc voilà, ça c'est sur le volet normalisation. Troisième pied sur lequel les pouvoirs publics essayent de donner une grande impulsion au niveau européen pour toujours un même objectif, souveraineté, défragmentation, c'est sur l'innovation. Alors je vais me tourner d'abord vers Fanny, puisque la nature historique structurelle des fintechs, c'est dire qu'elles sont innovantes par rapport au diplodocus, je sais pas quoi, de bancaire. Alors tu veux vraiment me vexer, Hervé, là? Hein? Non, mais bon, c'était le. Alors, comment les fintechs, l'agilité des fintechs relève-t-elle le défi de l'innovation? Alors déjà, je ne critiquerai pas les banques et le diplodocus parce que moi j'étais très bien là où j'étais, je l'ai toujours dit, et j'ai juste voulu avoir une vision plus générale. Mais voilà, l'innovation et les fintech, par exemple l'entreprise FinTech pour laquelle je travaille regarde les opportunités réglementaires. Donc l'innovation peut venir de la réglementation. Très clairement, il y a eu la DSP2 et les fondateurs se sont dit il y a une opportunité, il y a une ouverture à la concurrence accrue du marché des paiements. Donc on va essayer de proposer des produits en utilisant ce texte-là. Donc après, il y a la réglementation. Rien ne serait possible s'il n'y avait pas la digitalisation massive qu'on a actuellement, qui permet aussi bien à la tech qu'aux produits de proposer des solutions qui autrefois n'étaient pas possibles. Donc la fintech va innover en matière de réglementation. Je ne sais pas si je peux dire ça à côté d'un régulateur, tout en la respectant strictement. Enfin, en tout cas, ça c'est très clair. Et moi, je pense que ceux qui me connaissent le savent. On respecte la réglementation, mais on essaie aussi de regarder l'objectif du texte et ce qu'on peut faire avec les textes, et pas de rester bloqué avec des procédures de 50 pages et voilà. Et je fais avec. Donc on utilise. Tu nous dis que tu joues dans la zone grise, en fait. Pas dans la zone. En fait, non. On essaie de sortir par le haut. En négociation, j'ai appris que, en fait, quand il y a le point A et le point B, on essaie de faire quelque chose de C qui respecte en fait l'ensemble. On agrandit le gâteau. Donc c'est ce qu'on essaie de faire en termes de réglementation, de pas être figé sur ce qui est écrit, prendre un juriste à côté qui va dire que tel mot ça veut forcément dire telle chose, mais de sortir par le haut pour englober l'objectif final qui peut être lutter contre la fraude, lutter contre le blanchiment, et comment on atteint cet objectif final de la réglementation. Donc encore une fois, tout en la respectant, et ça peut être en utilisant donc des nouvelles technologies d'une certaine manière. Il y a eu un très bon article je trouvais ce matin dans la GFI qui parlait donc des fintech 100. On utilise tout ce qui est intelligence artificielle, interface, API pour data aussi, pour donc une fois qu'on a ces textes qui nous permettent d'avancer, créer ces nouveaux produits et qui répondent à des besoins. Là aussi, on part du besoin client. C'est quel est le besoin sur le marché et comment on peut le satisfaire. Merci Fanny. Alors là, Marianne Lévy,
c'est bien la question sur l'innovation que l'on pose. Voilà. C'est comment créer cette dynamique et quelles sont les conditions finalement, que ce soit des logiques business case, politique de concurrence, soutien des projets, cadre européen. Quelles sont les conditions du développement de cette innovation au plan européen? Effectivement, il y a pas mal de choses. Et Geoffroy le citait, c'est vrai que l'exemple, et on voit que ce qui marche bien finalement pour arriver à faire de l'innovation et à standardiser au niveau européen, c'est finalement le scheme. Et de ce point de vue, le PC est un exemple avec un scheme et le CEPA et le succès que l'on sait. Ce qui a changé, et du coup je rebondirai aussi sur tous les propos qu'il y a eu de level playing field, c'est quand on faisait un scheme, et d'ailleurs dans la préparation on échangeait là-dessus avec Fanny. Au départ à l'EPC, on avait quand même le sentiment d'être entre banquiers, entre niveaux de régulation un petit peu homogènes. Et là, ce que l'Europe est en train de découvrir finalement, c'est le multi-stakeholder group. Alors c'est le grand sujet à la mode, donc on le vit à l'EPC. On arrive, on collabore entre banques et fintech, mais à un moment donné, effectivement, on se heurte à des acteurs qui, je peux humblement le reconnaître, n'avancent pas nécessairement au même rythme. Les rythmes des projets, effectivement, ne sont pas forcément les mêmes dans les fintech et dans les banques. Et puis, effectivement, des niveaux de contraintes et de régulation qui sont différents. Et c'est là que peut-être on rencontre les difficultés. Les schemes de l'EPC qui ont bien fonctionné, et c'est tous les CEPA, SDD, SCT et jusqu'au SCT Inst. Mais quand on commence à parler de modèles un peu moins académiques, un peu moins liés aux moyens de paiement, eh bien sur le SPA par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, quand on parle modèle économique, on voit que ça devient compliqué. Et même sur le modèle du scheme, eh bien, le régulateur lui-même est en train de se confronter à ça. Et je vous assure que les réunions, et quand on voit la Banque centrale européenne qui prévoit, se basant sur le fait que c'est ce qui marche bien de faire un scheme a priori sur l'euro numérique, eh bien le découvre aussi ce que ça veut dire que de construire un scheme dans une configuration multi-stakeholder group. Parce que la Banque centrale, elle a toujours été habituée à travailler et à s'adresser à des banquiers dont elle est aussi le superviseur. Et c'est quand même un peu plus facile. Idem, on parle maintenant de scheme dans la perspective de l'open finance, si on considère que l'open banking est un succès. Et là, avec la modestie de tout à l'heure, quand je disais que faire un scheme en 18 mois pour un banquier, on est apte à reconnaître que c'est un challenge, mais du coup ça nous amuse beaucoup quand le régulateur pense qu'au niveau de la commission, ils vont réussir à le faire sur le périmètre de l'open finance. J'allais dire presque, on a envie de leur dire mais chiche. Faites un scheme sur des sujets d'une aussi grande complexité avec tout ce dont on a parlé, des prises différentes, des API dans une configuration multiculturelle et avec des acteurs venant de divers horizons en 18 mois. Et tant mieux si on y arrive, mais vous comprenez que c'est effectivement un challenge. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour que ça marche ? Les ingrédients, ils ont été dits, des normes et des standards effectivement communs. Évidemment, des modèles économiques. Il faut que tous les acteurs s'y retrouvent et on sort à peine. Et de ce point de vue-là, c'est un succès en la révisant. On se rend compte quand même que le modèle du tout gratuit qui a prévalu dans le cadre de la DSP2, eh bien, il ne fonctionne pas. Et en tout cas, ça, je pense que c'est quelque chose qui est maintenant communément acquis. Et puis, le troisième sujet dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est celui de la fraude. Et on disait tout à l'heure, effectivement, on consolide pas pour des raisons de mise en commun de moyens. On pourrait imaginer que ce qui nous coûte cher, c'est la régulation. Il y a un deuxième volet qui est un prérequis et on investit chez tous les acteurs et dans les banques c'est vrai aussi. Mais là, c'est un investissement que pour le coup on ne regrette pas le moins du monde parce que si le socle de base de toute la LCLF est pas là avant,
le lancement de n'importe quel produit et de n'importe quel moyen de paiement, s'il est immédiatement et massivement fraudé, c'est la garantie d'un échec annoncé. Donc s'il y a bien un investissement, alors pas forcément à mettre en commun là pour le coup, hein, c'est un peu comme ce qui relève des investissements qu'on fait pour faire les projets réglementaires, mais sur lequel on aura un ROI, si on peut l'exprimer ainsi, c'est bien celui-là, parce que un nouveau produit, s'il est massivement fraudé, il ne marchera pas, et c'est probablement le message qu'on peut passer aussi aux régulateurs pour que ça marche. Merci Marianne. Benoît, ta vision par rapport à l'innovation sur le marché européen et les moteurs que l'on peut mettre en œuvre? Alors, j'avais parlé tout à l'heure des Américains et des Chinois, donc des GAFAM et des BATS. Il faut savoir que eux se sont intéressés au monde des paiements. Alors pas parce qu'ils ont vu de la lumière, c'est parce que ils ont très vite. Alors il y avait l'approche financière d'une part, hein, et ils ont vite compris que les paiements c'est un return on equity aux alentours de une étude de McKinsey qui dit que c'est aux alentours de 20%, alors que les activités financières traditionnelles on est entre 4 à 5%. Ça c'est une étude de McKinsey de 2017. Mais au-delà de ça, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient un acteur naturel de la technologie, de la data et de l'innovation, et qu'ils avaient beaucoup travaillé finalement sur les moments de vie de tout à chacun, des usagers que nous sommes ou des clients que nous sommes, et que finalement la donnée qui avait le plus de valeur finalement dans le parcours client, c'est la donnée du paiement, que ça soit le comportement d'achat au moment du paiement, que ça soit même le fait de ne pas payer. Je veux dire, Amazon travaille énormément sur ce sujet de pourquoi la personne ne va pas jusqu'au bout de son acte d'achat. Donc la data du paiement, quelque chose d'essentiel. Donc il est important que les acteurs européens se réemparent de ce sujet. Mais je voudrais attirer l'attention sur un point important en matière d'innovation, puisque c'est une grande percussion qui pour moi est une évolution et pas une révolution, c'est l'IA générative. L'IA générative est quelque chose qui est en train de réaccélérer un sujet puissant au service, pour moi d'ailleurs, du monde des paiements, qui est l'IA. D'ailleurs, avec Corinna, nous étions intervenus pour les équipes de CAPS pour faire de la vulgarisation, de l'acculturation au sujet de l'IA générative. Oui, alors, sur la LCLF, d'ailleurs. Et Corinna était en direct du Japon. Elle avait fait ça à distance avec le décalage horaire. Moi, j'étais sur site et on a expliqué que l'enjeu autour de ces sujets est beaucoup un enjeu d'éducation. Aujourd'hui, il faut que dans les écoles d'ingénieurs françaises notamment, on accélère d'abord des cours, de la formation sur le monde des paiements. Je pense qu'il n'y en a pas suffisamment. On en parle beaucoup à Dauphine ou ailleurs dans les écoles de commerce. On en parle très peu ou voire pas du tout dans les écoles d'ingénieurs. Et je pense que c'est important et de le coupler à ce que peut faire et ce que peut apporter l'IA générative. Et attention, c'est pas nouveau l'IA générative. Moi, en 2007, j'ai mis en place une solution d'IA pour des fonds de private equity. Donc attention, l'IA n'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas une révolution. L'IA générative apporte une accélération, et je pense que ça a été dit là, notamment par Marianne, mais pas que, c'est la fraude est le sujet majeur pour sécuriser les paiements, et on a besoin d'innovation et on a besoin de l'IA pour sécuriser et empêcher ces cas de fraude. Et on innove justement sur ces sujets de LCLF. Alors, pour assurer Benoît, moi dans ma jeunesse, c'était juste il y a quelques jours, pour mon 3e cycle, j'ai fait un certificat en 3e cycle qui était l'intelligence artificielle, mais c'était il y a pas longtemps, tu vois. Mais à l'époque, on faisait ça avec des bacs à cartes. Alors, là, on vient de voir la position de Benoît. Alors, Vincent, effectivement, innovation dans le monde de paiement versus innovation dans le monde des télécoms, pour pouvoir essayer de clarifier un peu le débat, ta vision par rapport à ce qu'il faudrait faire et les conditions de succès de l'innovation dans le monde des paiements. Oui, j'ai un peu touché l'idée en propos introductif. La normalisation, parfois, ça peut aussi freiner l'innovation. Je m'explique. Le temps de la normalisation n'est pas toujours le temps de l'expérimentation. Donc, il faut qu'on trouve quand même la bonne maille entre... Quand on veut passer à l'échelle industrielle, là, il faut qu'on ait vraiment l'exercice de la normalisation pour avoir quelque chose d'interopérable, pour avoir les économies d'échelle, pour créer les champions industriels, oui. Et en même temps, il faut aussi qu'on s'autorise avant que la normalisation soit en place, des tentatives, des expérimentations. Mais c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir construire les standards sur des retours pragmatiques, de retours de marché, de ce qui marche, de ce qui marche pas, le produit monté comme ça marche. Le produit monté comme ça, c'est pas performant ou ça marche pas d'un point de vue client. Voilà, donc d'arriver avec la standardisation tout en se laissant cette marge de manœuvre, on va dire, à l'expérimentation un peu foisonnante. Dans le secteur télécom Internet,
il y a eu une grande guerre dans les années, disons 90-2000. C'était la guerre des informaticiens contre les télécommunicants. C'était vraiment, j'ai envie de dire, j'ai un peu retrouvé ça en arrivant dans le paiement entre les virements et les monétiques quelque part. Voilà. Et ça, j'ai envie de dire, bon, on est dans le paiement, ça y est, on est vraiment passé à autre chose. Hein. Maintenant, voilà, ça travaille vraiment ensemble. Et dans le monde télécom Internet, il y a eu vraiment cette dichotomie aussi. Le monde télécommunication, c'était la normalisation, on prenait 5 ans pour pondre des choses, mais après le truc, il était archi robuste. D'ailleurs, quand il y avait 10 lignes de code, il y en avait 9 qui traitaient les cas qui arrivent jamais, mais c'était d'une fiabilité absolue. Et à côté de ça, l'informatique, il dit, oh là, moi je m'ennuie pas avec tout ça, je taille la route, ça bug, c'est pas grave, on corrige. Voilà, c'était une autre approche. Bon, force est de constater que c'est quand même le deuxième modèle qui a plutôt emporté le morceau, mais pour autant, la normalisation, finalement, elle revient, y compris dans le monde informatique. Les API, finalement, c'est une forme de normalisation. Les protocoles HTTP, les API REST, même les langages informatiques. Et puis, si jamais, côté Europe, on ne fait pas le boulot, la standardisation, elle va s'imposer à nous. Ça sera une forme de standardisation qui sera décidée par quelques-uns à Cupertino ou à Mountain View, voire en Chine, pour peut-être même l'euro digital. Donc c'est vraiment important qu'on se mobilise et qu'on voit notre intérêt en tant qu'Européens à être vraiment participants ensemble, bien comprendre où sont nos intérêts et d'appeler à une politique industrielle vraiment que j'appelle de nos voeux en Europe. Et ça doit se traduire par un effort commun à s'entendre sur des standards, des fonctionnements communs, parce que sinon la norme, entre guillemets, c'est Apple qui va dire les API d'Open Finance, ça c'est pas compliqué, je l'ai fait comme ça et en fait ça c'est les API Apple et si vous voulez que ça marche sur les iPhones, c'est comme ça, puis voilà. Je dis pas ça au hasard, hein, c'est déjà le cas. Ils sont en train de faire une expérimentation d'open banking en Angleterre, je crois. Il y a aucun acteur européen qui a mis son nez dans la contribution à ces normes. Là, la norme, elle est pensée pour l'intérêt d'Apple, point barre. Merci. Geoffroy va conclure. Voilà, tu es dernier intervenant. Sur cette logique de l'innovation, justement, toujours avec cette vision un peu du superviseur qui voit les acteurs du marché essayer de bouger et de s'installer et d'avancer. Non, pour conclure, j'avais juste 2 mots. L'innovation, c'est bien la difficulté aujourd'hui. D'ailleurs, si vous regardez les textes qui sont écrits au niveau européen, au niveau de la réglementation, c'est bien l'enfer en fait. C'est juste être capable d'écrire un texte qui permette cette innovation. Et c'est vrai que si on regarde un petit peu ce qui a été fait, notamment par exemple sur l'authentification forte, si on avait écrit l'authentification forte, c'est un SMS. Au moment où on l'a écrit, on aurait peut-être pu le dire comme ça d'ailleurs. Au moment où ça a été écrit, si vous regardez la DSP2, c'est quand même négocié avant 2018, entré en vigueur en 2018. Mais en fait, la réalité, c'est que déjà au moment où on l'avait écrit et que ça allait se mettre en œuvre, on était déjà dans certains domaines très éloignés des conceptions qui étaient au moment où ça avait été écrit. Donc, c'est vrai que si on avait dit c'est un SMS, reçu, etc., on aurait quand même empêché beaucoup de solutions aujourd'hui d'exister, qui aujourd'hui sont bien plus simples, qui permettent d'être beaucoup plus efficaces. Et puis on a un deuxième sujet, c'est que si on se fixe sur une seule norme, souvent c'est là où il y a un problème de fraude justement, où les fraudeurs s'attaquent. Et donc c'est aussi bien d'avoir plusieurs normes et d'avoir plusieurs protocoles pour être sûr que, en termes de résilience, on est sur ces sujets-là. Donc, c'est vrai qu'au niveau du superviseur et du législateur, la difficulté, c'est bien d'être capable d'écrire des textes dans lesquels on laisse une capacité d'évoluer. Et on rentre après dans la difficulté d'interprétation. Donc, j'entends que les fintechs sont toujours compliance, mais avec une créativité. Et le vrai sujet, il est là. C'est que les niveaux de la réglementation, par définition, ils sont écrits pour permettre une certaine liberté aussi des acteurs pour pouvoir évoluer. Et la difficulté, c'est que de temps en temps, c'est pas toujours très clair de ce qui est possible ou pas. Mais encore une fois, quand on regarde, je trouve l'exemple de l'authentification est un point important. Sur les API aussi, les sujets ont évolué, on intègre de plus en plus de réglementation. Mais la vraie difficulté, elle est là pour le superviseur et le régulateur, c'est d'être capable d'écrire des textes, des attentes qui soient suffisamment génériques pour qu'on puisse permettre une multitude aussi d'innovations d'arriver. Voilà. Alors, je crois que tu voulais réagir, Fanny. Moi, je voulais juste dire, parce qu'on plaisante avec est-ce que la fintech est compliant ou pas et la lutte contre la fraude. Nous, on a très clairement conscience que si on n'est pas compliant, on meurt. Enfin, voilà, il n'y a pas d'autre mot. On a vu la sanction Trésor. Moi, personnellement, je sais aussi ce qui est arrivé à toute la direction de la sanction Trésor et ce qui s'est passé. Donc, clairement, la fintech, si elle n'est pas compliant, tous ces C-level, tous ces dirigeants, ils partent. Donc, elle meurt. Quant à la lutte contre la fraude, moi,
c'est encore hier matin, le CIO disait il y a une chose qui peut me tuer, c'est une fraude. Voilà, donc c'est clair et net. Nous, la fraude, si elle est dans gros montants, on n'existe plus demain. Donc c'est pas juste anecdotique le fait de respecter la réglementation et de vouloir lutter contre la fraude, parce que pour nous c'est une question de vie ou de mort tout simplement. Merci beaucoup. On peut applaudir nos amis pour cette truc.